faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Merci de votre présence et je commence par souhaiter la bienvenue à nos invités. On commence par vous, Abdelghani Badi, avocat. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Yassine Radi, bonsoir. Merhaba, merci. Encore parmi nous. Et nous souhaitons la bienvenue à Rachid Mekes, bonsoir. Salam alaikum, Azul Filaoun, et merci pour l'invitation. Homme politique et ancien candidat à l'élection présidentielle. Et ancien prisonnier en même temps que toi. Et ancien co-détenu, comme on le dit. C'était un honneur d'être avec vous. C'était un honneur partagé aussi. Pendant cette année. On commence toujours cette émission par l'image de la semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence par vous, Rachid Mekes. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Ce qui m'a marqué, c'est l'hypocrisie d'un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ramdan Lamamra, qui a interrompu les relations diplomatiques avec notre voisin marocain au motif que le Maroc entretient des relations diplomatiques avec Israël, alors que 65% du gaz d'Adrar appartient indirectement à Israël, notamment avec le groupe Carlyle, dont le président David Rubenstein est un ami proche de Netanyahou. Donc je trouve ça consternant que ce monsieur laisse David Rubenstein détenir 65% du gaz d'Ashoed. Ça, c'est l'image de l'année, c'est pas l'image de la semaine. Donc ce sont des informations vérifiées. Oui, absolument. D'ailleurs, je Ce sont peux des informations vérifiées. Oui. Et vérifiable. Donc alors, bien sûr, 65% du gaz d'Adrar appartient à une société qui s'appelle Neptune Energy. Et donc, c'est sur le site officiel de Neptune. Et Neptune Energy appartient... Mais c'est quoi le lien entre ça et le ministre des Affaires étrangères ? C'est parce que M. Ramdan Lamamra, en 2017, a négocié avec Macron la cession des 65% que Gaz de France possédait à Adrar à cette entreprise Neptune Energy qui appartient au groupe Carlyle dont M. Rubenstein est le président. Donc ce sont des informations vérifiables par tout le monde et même sur le site officiel de la Sonatrach et aussi l'agence de presse algérienne, donc APS, que vous connaissez très bien je pense, et qui est très heureuse de dire que ce monsieur, donc le groupe Carlyle, possède 65% du gaz Adrar et la Sonatrach ne possède que 35%. Merci. Yassine Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Une bonne nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Pierre Audin, le fils du shahid Maurice Audin, du martyr de la Révolution Maurice Audin, a donc obtenu son immatriculation consulaire à Paris au terme d'un très très long combat et donc il devrait bientôt recevoir son passeport algérien et obtenir la nationalité algérienne, ce qu'on souhaite à tous ceux qui sollicitent la nationalité algérienne. Nous avons parmi nous aujourd'hui sur le plateau Rudi Chemeoun qui est un candidat pour prendre la nationalité algérienne. Il est né à Alger et il y a beaucoup d'Algériens qui ont tout le droit d'être algériens parce que par différents biais et qui ont un mal fou à obtenir cette nationalité. C'est l'une des plus compliquées à obtenir. Pierre Audin qui aura son passeport algérien dans quelques semaines mais qui est algérien depuis très longtemps, depuis sa naissance. On salue d'ailleurs Pierre Audin s'il regarde le Café Presse Politique. Maître Badi, l'image de la semaine. l'image اليوم المحكمة تاع بيرموندرايس تلاقيت حميد غمراسة Qui a été relaxé وي يسنى من طوق الحكم نتاعو وكان إحسان كلمني البارح على القضية يسمعوها غدوة في تيزي وزو المنطوق نتاعك كان الخميس اللي فات صدر في الأسبوع هذا واليوم بالخصوص شعرت صح باللي هناك يعني مأساة في عالم الصحافة في الجزائر يعني كارثة حقيقية أنه صحفي مثل حميد غمراسة وإحسان القاضية وخالد راني بهذا النوع بهذا الميزان تلقاهم متابعين يعني أمام المحاكم بور يعني قضايا تتعلق ممارسة النشاط. حميد غمراسة كتب مقالات في الجرائد في جريدة الخبر. حميد عباك عنده 25 سنة صحافة تلقاه ينتظر منطوق الحكم وهو يعني مستاء باش يشعر علاش لحقنا لهذا المستوى من تضييق على الصحافة. كل يوم كاين صحفي أمام المحاكم ومرات كاين صحفيين في الحبس ويسجنوا ويتابعوهم. هذه صورة تعطي الوضع العام. صورة الصحافة تعطي الوضع الحقيقي تاع البلاد لأنه الصحافة هي اللي تنقل الحقيقة. إذا كانت الصحافة
في هذا الوضع البائس تعكس الصوره الحقيقيه تاع البلد. هذه يعني انا ما عجبنيش الحال كي شفت حميد اليوم ينتظر الحكم. الحق بصراحه كنت حزين يعني، وكنت خايف يكون عنده حكم يعني بالادانه، لانه حميد نظن بانه ما يتقبلش. هو صحفي اللي قام بمسار طويل في العالم الصحافه، وكان دائما داخل المهنيه وداخل الاحترافيه والموضوعيه، السهر على اخلاقيات المهنه. لكن في النهايه تكتب مقال في الجريده في الجزائر الجديدة تلقى روحك في السجن. هذه يعني وتلقى روحك متابع، هذه أمر محزن. C'est une occasion pour témoigner notre solidarité avec Hamid Romrassa qui souffre depuis le début de cette affaire il y a 3 ans. Il a subi des interrogatoires chez les gendarmes, des interrogatoires même parfois très musclés, très durs. Et nous sommes heureux pour cette relaxe. Et c'est une occasion donc pour lui témoigner notre solidarité et celle de tous les autres journalistes emprisonnés. Et l'acharnement est dû au fait que Hamid Romrassa a tenu à protéger sa source d'information pendant toute l'enquête. حما المصدر تاعو pendant toute l'enquête. Et il a dit ici في plateau تاع lundi dernier Linda Abou ضغطوا عليه كثير باش pour qu'il livre la source et il sait, il connaît la loi lui permet de protéger sa source et il l'a protégée jusqu'au bout. علاش حبيت نتكلم على اخلاقيات المهنه؟ حميد عنده واحد ليكزومبل في الاخلاقيات الديونتولوجي تاع الصحافه، يعني واحد الكاريزما، واحد القوه في الكتابه، في التعامل كصحفي. وفعلا هذا هو الشيء اللي قالوا امام القاضي وقالوا امام محضر الدارك. قال لهم انا هذا حقي في حمايه مصدر، وهذا انت ثاني تعاملت بنفس الطريقه في رفضك باش تتفاعل مع جهات الضبطيه في فتح الهاتف باش يبقى دائما حماية المعلومات وحماية الصحفي من كل أشكال الضغوط ما زال في الجزائر للأسف لم يحقق. Merci pour ce témoignage, Maître Bali, parce que vous êtes aussi l'avocat de Hamid Romrassa en compagnie d'autres avocats comme Maître Haboul, que nous saluons également. Rachid Nekez, merci donc d'être venu. D'abord, la première question, Rachid Nekez, comment allez-vous? Écoutez, au niveau de la santé, très mal, mais au niveau du moral, très bien. D'ailleurs, je tiens à remercier les autorités. Parce qu'aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec donc, mes médecins donc, à Schleuf. Donc, d'ailleurs, Si Hamza donc, est mon contrôleur médical à Schleuf. Et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je vienne à Alger aujourd'hui pour faire des examens complémentaires. Donc, je remercie les autorités qui m'ont laissé venir à Alger. Comme vous le savez, je suis en résidence surveillée, ou plutôt assignée à résidence dans mon Douar avec 15 charmants policiers. Donc, la santé va très mal. Mais les autorités ne veulent pas me laisser me faire soigner ni à Alger ni à l'étranger, mais aujourd'hui, exceptionnellement, ils m'ont laissé venir à Alger et j'ai profité de cette visite médicale pour enfin vous revoir. Et c'est vrai que vous m'avez manqué depuis la prison. Et on vous souhaite prompt rétablissement, Rachid Nekez. Vous êtes aussi ici pour parler de votre livre qui s'appelle « Mon combat contre la dictature algérienne ». C'est aux éditions Maximilo. Ce n'est pas votre premier livre. Est-ce que ce combat, il continue? Parce que vous dites que vous n'êtes candidat à rien, que vous n'êtes pas dans la politique. Mais est-ce que vous continuez aujourd'hui votre combat? Quand j'ai fait la promesse à mon père, Allah yarhamou, en 2011, pour essayer de faire quelque chose en Algérie, d'ailleurs je raconte cette histoire dans ce livre, ce n'est pas forcément pour être président de la République, mais c'est pour essayer, avec d'autres, d'apporter un plus à ce pays, notamment au niveau d'un état de droit, au niveau du développement économique et surtout aussi au niveau du problème de la culture. Parce que Malek Ben Nabi, le grand Malek Ben Nabi, disait déjà en 1959 que le problème fondamental des sociétés arabes et musulmanes, c'était d'abord et avant tout un problème culturel. Donc ce 6e livre, il vient après un 5e livre qui s'appelle La dictature de Bouteflika en juillet 2018, c'est-à-dire 7 mois avant le Hirak. Donc je suis en Algérie déterminé à apporter mon humble contribution pour qu'il y ait un état de droit démocratique en Algérie et surtout à donner, apporter de l'espoir à tout un peuple qui aujourd'hui se sent totalement opprimé et j'en suis une parfaite illustration. Je n'ai pas le droit de quitter mon village, je n'ai pas le droit de quitter mon pays, ça fait 840 jours que je n'ai pas vu ma femme et mon fils, mes affaires sont en train de couler aux États-Unis et en Europe, mais je tiens le cap malgré la maladie. Et je tiens à remercier tous les militants et les militantes qui m'apportent leur soutien. Et je tiens à redire que lorsque j'étais en prison, heureusement qu'il y a eu des canaux de communication
et de médias comme Radio M qui n'ont cessé de parler de notre détention lorsque nous étions à Orléans. Donc, barakallahu fikum. Maître Badi, vous êtes d'accord avec Rachid Nekez quand il parle de combat contre la dictature algérienne? Vous avez fait partie du mouvement Barakat dès 2014 avec Amira Bouraoui, Sidi Ali Koudri Filali, Sahil Abter, etc. Pour contrer le 4e mandat. Vous croyez qu'on est dans la même situation aujourd'hui au niveau politique qu'en 2014? Non. أنا أسوأ. C'est pire. Non, bien sûr. أنا 2014 كان المينيموم متاح يعني. أنا نعطيك ماشي 2014 نعطيك حتى 2011 مع سي ان سي دي يعني كانت الأمور كاين احتجاج، كاين تعبير، كاين فضاء إعلامي في حد أدنى متاح، كاين قضاء غير موظف بالشكل الميكانيكي الآن تقريبا آلي يوميا، كاين متابعات ما كانش هذا موجود في 2014. مظاهرات مثلا احتجاجات بركة ضد العهدة الرابعة استمرت لأسابيع، استمرت حتى بعد الانتخابات الرئاسية نظن 16 أفريل، وهي بدأت تقريبا في نهاية فيفري، يعني تقريبا 8 أو 10 أسابيع من الاحتجاجات، واستمرت حتى في الصيف بعدها في وقفات من في أحداث غرداية بقات موجودة بركات، لكن المتابعة تاع النظام ضدها ما كانتش موجودة آنذاك، كانت متابعة واحدة فقط ضد قاضي محمد كان في حركة تراج، واحد التونسي كان معه معز من بعد راح لتونس. هذه المتابعة الوحيدة اللي كان ضد حركة بركات، رغم أنه كان الشعارات نتاعها قوية ضد المخابرات، ضد كانوا يقولوا لا وجدان لا دياراس الجزائر هي الأساس، كان الخطاب موجه ضد بوتفليقة مباشرة، يعني السقف تاع التعبير في الشارع كان ما يتبعوش متابعات بهذا الشكل. كان الناس الآن الناس تتابع فقط باسكو دار جام، الناس راهي تتابع باسكو دار ابوني في صفحة، الناس راهي تتابع باسكو كتب مدنية ماشي عسكرية، الناس راهي تتابع فقط لكتب مقال صحفي. سا سي تري غراف، هذه ما عرفتهاش الجزائر خلاص. هذا الأحداث اللي تحدث الآن يعني راهي كارثة مأساوية. وشو يحكي السي رشيد نكاس الآن الدولة يعني مشات على الجبهتين البوليسية والعسكرية معا، ولات هناك بولسة وعسكرة في نفس الوقت، وهناك تضييق غير مسبوق، وهناك توظيف حقيقي للآلة الأمنية والآلة القضائية. الآن مشاو إلى منهج ثالث، ولا هناك ثالث تروازيام سي التشريع، ولاو يسنوا قوانين، يجيبوا قوانين مثلا قال العمل السياسي اللي يتكلم على مرحلة انتقالية الآن، وكان تكتب مقال على المرحلة الانتقالية أو تكتب على المجلس التأسيسي، يعملوا لك تولي عمل إرهابي، لأنه المادة 87 مكرر اللي شرعوها، وهذا هو القمع بطريقة تشريع، أنه يقمعوا عن طريق الشريع، عملوها باش أي شخص يتكلم على مرحلة انتقالية أو يتكلم على تغيير النظام خارج الأطر الدستورية يعتبر عمل إرهابي. هذه الشيء اللي في وقت بينوشي ما داروهاش. الشيلي في وقت بينوشي ما سنوش قوانين بهذا الشكل. هذه يعني الديكتاتورية في كل تجلياتها، أنه تولي تقمع بالشرطة وتقمع بالقضاء وتقمع بالضبطية القضائية بكل أشكالها وبكل قبعتها، وتزيد تقمع عن طريق البرلمان، ولا الآن القمع عن طريق التشريع. قال دير ترسانة من القوانين خلي المواطن ما يتنفسش باش يجي أي عمل يقوموا به، قال جيبوا المحكمة وعندك النص القانوني. هذا أمر فظيع. لذلك أنا أتوافق تماما، يعني الوضع في الجزائر وضع يعني أسوأ بكثير من مراحل سابقة. أنت تكلمت لي على بركات، رانا في وضع كنا في بركات كان شيء متاح، الآن ولا شيء متاح. Ihsan, vous pourriez écrire un livre sous ce titre, Mon combat contre la dictature algérienne. Ah non, mais moi c'est un combat que vous menez depuis longtemps aussi. J'étais un soutien de la dictature, j'avais du mal à l'écrire. Je vais juste placer une anecdote, Khaled, avant de rendre la parole à nos illustres invités, juste sur la comparaison des périodes. Alors, c'est une anecdote. On est trois facilitateurs, hein, parce que c'est le travail qu'on faisait. Après la conférence de la SAFEX, donc du 24 août 2019, donc dans le courant du mois de septembre, on se rend chez Mouloud Hamrouch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que Mouloud Hamrouch se présente à la présidentielle en tant qu'homme de consensus, etc. On discute avec lui, on est dans son salon, etc. Et puis à un moment donné, Mouloud Hamrouch, que je salue, il nous manque beaucoup. Hein. Il manque beaucoup. Sa sagesse et sa pertinence politique nous manquent énormément. Il nous dit, parce qu'on était partis dans des projets, etc., on était contre, évidemment, qu'il y ait une présidentielle de cette manière-là, il nous dit,
attendez-vous à ce qu'à un moment donné, peut-être que vous allez regretter la période de Abdelaziz Bouteflika. On n'a pas du tout aimé. On n'a pas aimé son anecdote. Il le disait sérieusement. C'est un homme qui connaît très bien le système et c'est un homme qui connaît la qualité du personnel politique qui était en train d'arriver, probablement autour de Ahmed Gaïd Salah, et voyez la trajectoire. Il nous a dit ça et on s'était dit, bon, il délire. Il délirait pas. Il délirait pas. Oui. Nous sommes arrivés à cette situation. Pour une partie des Algériens, la période pour une partie des Algériens, cette période est pire que celle de Bouteflika. Même le Omdurman 2 ne va pas marcher. Abdelaziz Bouteflika. Oui, on a du mal à vendre des billets. On a du mal à vendre les billets pour la crise économique. Est-ce que vous êtes d'accord? d'accord? C'est pire qu'avant en termes de liberté, d'exercice de la politique aujourd'hui, Brigitte Nekez? Vous savez, j'ai une formation d'historien et de philosophe à la Sorbonne. Et je vois les choses sur une période beaucoup plus longue que sur 36 mois. Moi, je considère qu'on est dans une période de contre-révolution. Vous savez, il y a eu 1789, mais après 1789, il y a eu la terreur. Il y a eu la terreur. Donc, on peut qualifier cette période comme la période de la terreur, donc 93, 95. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une espèce de directoire avec une direction collégiale du pouvoir, et après, qu'est-ce qui peut se passer? Ou bien dictateur, donc le coup d'État de Napoléon, donc le 18 brumaire, 1799, ou bien des circonvolutions, et petit à petit, on pourrait s'acheminer vers un processus démocratique, comme cela s'est passé en 1848 avec Lamartine, par exemple. Donc moi, je crois qu'il faut s'inspirer du passé, de l'histoire. Et je regrette que dans notre pays, très peu d'intellectuels, et encore moins ceux qui ont le niveau 9e année, ont une culture à la fois politique, historique, juridique, philosophique et diplomatique. La période que nous vivons aujourd'hui, nous devons l'analyser plutôt avec un recul historique qu'avec un recul d'histoire immédiate. Et là, je rebondis sur ce que vient de dire Oustad Badi, qui a été un des premiers à me soutenir en 2014, il faut le dire, avec Oustad Amirouj Bakouri, quand nous avions été arrêtés à Seddourk et que... Nous saluons Maître Bakouri. J'avais été arrêté à Seddourk et on était convoqués à Aqbou, donc dans la wilaya de Béjaïa, donc Rouali, à Terme Saha. Et vous savez, la période de durcissement actuelle, je considère que c'est une conséquence de la radicalité des éléments de langage, des slogans du Hirak, surtout en 2021. Et vous le dites dans un bilan que vous allez publier demain, je crois, 2019-2024, vous dites que sur le plan démocratique, depuis le 22 février, les marches hebdomadaires n'ont abouti à aucun résultat politique, car un peuple qui marche n'est pas considéré comme un acteur politique compatible. Ça peut être mal interprété. Comptabilisable. Que les marches n'aient pas eu d'intérêt aujourd'hui. Alors, l'avantage des marches, c'était ce que je pourrais appeler une autothérapie collective pacifique, c'est-à-dire le peuple algérien a appris ensemble à faire le deuil, j'aimerais dire, de la décennie noire. Donc cette thérapie collective, elle est à mettre sur le compte du Hirak. Mais sur le plan politique, un peuple qui marche, ce n'est pas comptabilisable sur le plan démocratique. Ce qui est comptabilisable sur le plan démocratique, c'est un électeur qui va dans un bureau de vote et qui choisit de porter sa confiance à un candidat qu'il considère comme représentant son avenir. Il faut qu'il y ait des garanties sur un vote libre et démocratique. Est-ce qu'il y a déjà eu des garanties en Algérie sur un vote libre et démocratique? Oui. Et vous dites ça parce que vous avez participé à l'élection présidentielle donc, de 2019, alors qu'elle a été annulée et rejetée aussi par les Algériens. Oui. Non, pas rejetée. Et rejetée par la rue. Et il y avait des millions d'Algériens dans la rue qui disaient pas d'élection avec l'Aïsabeth. Non. Permettez-moi cette nuance. Les Algériens ont rejeté le 5e mandat, pas l'élection. Et vous savez très bien que si le plan qu'on a concocté et que je décris très précisément dans le livre avait marché, aujourd'hui, nous serions au pouvoir en Algérie. Malheureusement, à défaut de culture historique dans ce pays, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché le coup du mécanicien. Mais le coup du mécanicien, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il s'avère que je lis des livres. C'est Alphonse de Lamartine, un des plus grands auteurs occidentaux, qui, au lendemain de la révolution de février 1848, vous voyez le parallèle, février 1848, a nommé parmi les 5 membres de la direction du gouvernement provisoire français un mécanicien qui s'appelait Albert. Mais dans un pays
qui n'est pas capable de dépasser 3 lignes de lecture sur Facebook, il ne faut pas en attendre trop. Donc ce que je regrette, c'est que l'élite, qui ne lit pas non plus, n'a pas soutenu cette démarche, cette astuce politique qui nous a déjà fait perdre, aujourd'hui, 37 mois. Maître Badi, est-ce que vous considérez que l'élection présidentielle de 2019, il y en a eu beaucoup, celle d'avril, puis juillet, annulée, et finalement celle du 12 décembre, est-ce qu'il fallait accepter cette élection présidentielle et aller voter? لازم نعرفوا دابور كاين نفرقوا بين التغيير اللي هو إرادة شعبية. اللي حدث في الحراك هو الإرادة الشعبية نحو التغيير. لكن الآلية تاع الانتقال الديمقراطي بقات مفقودة. ورفض النظام أنه يساهم فيها. لأنه كل الانتقالات لازم نقراو تجارب تاع الانتقال السياسي في العالم. نقراوها في شرق أوروبا، في وسط أوروبا، نقراوها في جنوب شرق آسيا، نقراوها حتى في أفريقيا، كاين عدة تجارب نشوفوها كيف تمت وآلية الانتقال فيها. نشوفوا بأنه للنظام السياسي كانت هناك نوع من تقبل أو رضوخ للإرادة الشعبية. تونس مثال مشى برشيد عمار منع تدخل في تدخل الجيش ومنع القمع، وفي شهر بداو يمشيو في آلية انتقال ديمقراطي. في لابولو لا ميم شوز مع لي جفاليزا بداو لا طابل روند اللي ريحت 6 موا، يعني الجيش مقابل المواطنين اللي متظاهرين في الشارع اللي كان يقودهم لي جفاليزا كان قابي انذاك. يعني كل آلية الانتقال الديمقراطي بدات بنقطة الحوار. ونرجعوا مثلا النقاش الانتقال الديمقراطي في الجزائر، نروحوا نعطيهم امثله في الانتقال الديمقراطي سنه ما بعد 88. احداث تاع 88 احداث 88 شحال ريحت 10 5 ايام دو 5 او 10 5 ايام احداث استمرت 5 ايام. تمخض عليها دستور 89، دستور غني بالحريات، خارطة الطريق، ورقة مشينا انه الاعتماد الجمعيات اللي كانت ممنوعه من بينها الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان، تعدد الحزبيه، الصحافه، كل حزب كل تيار عنده معنى. واش حبيت نقول؟ بان لا يجب ان نعلق شماعه الفشل سي رشيد على المواطن الجزائري، لانه لابال كانت في مرمى السلطه، كانت في مرمى النظام، هو اللي عمل كلش. الا فيتوا علاش دائما حنا علاه نحقروا بعضنا وعلاه نتهموا بعضنا باللي فلان ما حبش وفلان والنخبه ما دارتش والشعب لازم ما ديرش. احنا نو، المواطن الجزائري الحراك انا اعتبره بانه قام بالدور نتاعو في كل الاصعده، دار كلش. النظام في نفس الوقت دار كلش باش ما يكونش انتقال سياسي. هو اللي اجتهد في ابراز مساله تقسيم الحراك في 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 حكايه الباديسيه النوفمبريه، في بعث فكرة الانتخابات دون حوار، أول خطوة نحو إجهاض الحراك وفكرة الانتقال السياسي في الجزائر هي تأسيس لجنة حوار كريم يونس. كانت أول خطوة للتقسيم. دونك أنا بالنسبة لي بأنه فكرة الانتقال السياسي فكرة رفضها النظام، ولكن الشعب اجتهد فيها ولم يكن يملك الآليات، ماهيش بيده. Le débat sur les élections il est important parce qu'il y a des voix qui disent oui, pourquoi le Hirak n'avait pas son candidat pour l'élection présidentielle. Oui, enfin, on peut répondre très vite à cette question-là et je vais y répondre dans 2 secondes. Mais moi, ce que je veux retenir dans la démarche de Rachid Nekaz, que j'essaie de bien écouter, c'est le fait que nous sommes tenus, les élites, entre guillemets, qu'il évoque, intellectuelles, militantes, etc., en Algérie, de produire des solutions pour ne pas faire en sorte qu'il y ait juste des marches populaires qui ne soient pas comptabilisables, de transformer ce mouvement-là en sortie politique. Ça, c'est quelque chose, c'est de la responsabilité des élites et lui, ça, je le prends. Que cette démarche-là puisse nous amener à faire des propositions, y compris des propositions de dialogue politique. Je pense qu'on y arrive et on y est arrivé puisqu'il y a depuis le 22 février une proposition de plateforme, donc de pacte démocratique, de mobilisation démocratique qui a été signée, je crois, par Rachid Nekaz et par Maître Badi, qui appelle à la négociation autour d'une solution politique avec des règles de mobilisation démocratique qui sont des règles un peu dans le style de ce qui a été tenté au Mazafran. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup cette référence, mais dans ce style-là, c'est-à-dire des règles de jeu que
qui vont être imposées à tous les acteurs de ce moment politique. Tout ça, je le prends de chez Rachid Nqaz et l'ijtihad ta'ou maqboul fi hada al-bab hada. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que le durcissement actuel, c'est le fait d'une radicalité dans les éléments de langage en 2021. Il n'y avait aucune radicalité. Peut-être, l'inverse, irhabia. Il y a eu ce mot d'ordre qui est arrivé dans Mukhabarat Irhabia ou la Abla Irhabia qui n'était pas partagé par tous les hirakistes sur des douches morades ou la lafar. Mais ça, on ne peut pas considérer que le pouvoir, on peut pas décider que le pouvoir a décidé de se durcir parce que moi, ma lecture, je la propose très vite. Ma lecture en 2021, c'est que la feuille de route de Abdelmajid Tebboune et de Saïd Chengheriha, qui est la feuille de route de ce Gaïd Salah, a échoué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à renverser la situation politique. Il y a eu un référendum. Pour vous, ils ont échoué. Un référendum, pour vous, ils ont échoué. Un référendum pour la Constitution pour lequel personne n'a voté. Est-ce qu'ils ont échoué pour vous ? Il y a eu des législatives où c'est l'ancienne majorité qui est revenue sur un corps électoral Massa je peux vous poser une question? Moi, la reconstitution. On échange. Attendez, la reconstitution, un nouveau consensus politique se construit avec de nouvelles forces politiques. On parlait de l'Algérie. Il ne parle plus de l'Algérie nouvelle. Hein. On parlait de l'Algérie nouvelle. On a tablé sur les indépendants. On a tablé sur quelques forces qu'on aurait arrachées au Hirak, qui seraient des relais à l'Assemblée. On a beaucoup parlé des indépendants, etc. Tout ça a échoué parce que les Algériens ne sont pas rentrés dans ce jeu. L'abstention massive durant l'année 2020 et 2021, c'est ça la vraie raison du durcissement actuel qui a fait qu'aujourd'hui, on ne sait que réprimer parce qu'on sait que le peuple refuse de rentrer dans cette organisation. Mais ça n'exclut pas les propositions que fait Rachid Nqaz, qui sont les bienvenues. Malish, on se parle franchement. Depuis Massinissa, est-ce que vous croyez qu'il y a eu un pouvoir légitime en Algérie ? En Égypte, entre 1250 et 1517, 260 ans, 49 sultans mamelouks, ils étaient tous étrangers, des anciens esclaves européens. Ils ont gouverné l'Égypte pendant 267 ans sans aucune légitimité politique. Aujourd'hui, en Algérie... Il n'y en avait pas ailleurs à cette époque. C'est une vue de l'esprit. Un pouvoir n'a pas besoin d'être légitime pour s'exercer par la force sur un peuple. Il faut en tenir compte, ça s'appelle la réelle politique. Il n'y a jamais eu de pouvoir légitime en Algérie depuis Massinissa. Donc ça, c'est un fait politique d'importance. Donc هذو الناس يقولوا par exemple باللي رئيس تبون مو شرعي، وي مو شرعي، مي راه قانوني، كان 195 دول في العالم راهم يستعرفوا به، il faut en tenir compte. وهذو النقطات هذو أي C'est même le débat d'aujourd'hui. لا بيقولوا مازالهم يقولوا شوف ناس مازالت ما فهمش باللي في اي جمعيه في اي جامعه او في اوكسفورد او في هارفارد او في سيونس بو في باريس يتعلموا الصوالح هذو باللي كان فرق بين واحد شرعي وقانوني وواحد باغي يحكم بلاد ماشي لازم عليه باغي يكون شرعي قانوني هذا من كان كي لونو يستعرف به سي بون فقط والشعب تاعنا اللي ما عندوش الثقافه الدبلوماسيه اللي ما عندوش الثقافه قانونيه اللي ما عندوش الثقافه تاريخيه اللي ما عندوش الثقافه فلسفيه ما يقدرش يفهم هذه النقطات لهذا الشيء العام اللي فات l'année dernière en mars quand vous m'avez invité le 10 mars j'ai proposé un gouvernement de juristes. Un gouvernement de transition. J'ai pas dit une période de transition. Vous voyez la nuance? Pourquoi? C'est-à-dire les éléments de langage. ماشي واحد 9e année يقدر يخرجهم. النظام واش داروا 19 ماي؟ واش دار؟ قال باللي رشاد والماك منظمة إرهابية. وقال باللي أي واحد اللي يهضر على المرحلة الانتقالية دخلوا الحبس. بصح اللي يفكر اللي عنده مستوى جامعي واش يقدر يدير؟ أنا ما نهضرش مرحلة انتقالية، نهضر على حكومة انتقالية مع النساء ورجال قانون. J'ai parlé de gouvernement de transition. Et c'est la même chose. On laisse Tebboune finir son mandat en 2024 et on partage le pouvoir. Ça s'appelle de l'intelligence politique. Mais en Algérie, où on n'est pas capable de lire plus 3 lignes sur Facebook, c'est difficile de discuter. Alors, dans votre livre et même dans vos publications, vous n'êtes pas du tout tendre avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtal Amamra. D'ailleurs, vous avez porté plainte contre lui. Alors, pourquoi cet acharnement contre Ramtal Amamra?
Mon cher Khaled Rani, en Algérie, je n'ai jamais eu de problème personnel avec qui que ce soit. Lorsque je me suis attaqué pour des faits de corruption, aussi bien à Saïdani, à Bouchouareb, à Sellel, à Ouyahia, à Outrad-Dor. Ça fait beaucoup quand même. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job d'opposant. J'ai fait mon job d'opposant. Oui. Et Parce que le début de la phrase, c'était aucun problème avec personne, et après, à la liste qui arrive. Mais j'ai bien dit pour des faits de corruption. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce monsieur Lamamra, Qui n'est pas poursuivi pour des faits de corruption. mais il a fait quelque chose de bien pire sur le plan éthique. Nous avons porté plainte contre lui le 3 février à Alger. Vous savez, moi je fais confiance à la justice algérienne. J'ai déposé déjà 30 plaintes et comme vous le savez, Aucune n'a abouti, mais vous faites confiance à la justice. je suis là pour 20 ans, Inch'Allah. Il a rien à Inch'Allah. Bon, j'ai porté plainte pour 3 choses. Première chose, divulgation de fausses informations. Ce monsieur a dit qu'il avait mis à disposition un numéro vert pour les familles des 10 000 étudiantes et étudiants algériens bloqués sous les bombes russes en Ukraine. C'est faux. Le numéro qu'il a communiqué à 3 reprises, 021 50 45 00, vous voyez, je le connais bien, est le numéro du standard du ministère des Affaires étrangères. Un numéro vert en Algérie, c'est 4 chiffres, et tout le monde le sait. Donc, première faute morale. Deuxième faute, il a laissé mourir des citoyens algériens en Ukraine, et parmi eux, un jeune étudiant. Mohamed Talbi Rabbi Yarmou. Il est toujours pas enterré en Algérie, c'est une honte. Il a fallu que je lui dise d'aller envoyer des avions algériens en Ukraine pour qu'il daigne en envoyer qu'un seul. C'est une honte. Troisième élément de la plainte, non-assistance à personne en danger. Comment on peut laisser 10 000 Algériens sous les bombes russes sans rien faire? C'est une honte. Et sur le plan moral, qu'a-t-il fait? Il s'est endormi en direct devant les médias du monde entier lors de la conférence de presse du président de la République, M. Tebboune, qui est son employeur, c'est son patron. Il ne faut pas oublier que M. Lamamra n'a pas le droit de s'endormir en public devant les médias du monde entier. Il aurait dû être limogé instantanément. Mais en Algérie, vous savez, on laisse toujours la possibilité à tout un chacun de démissionner. Mais M. Lamamra n'a pas d'éthique, donc il ne démissionne pas et s'accroche au pouvoir. Et pire que ça. Vous lui reprochez, oui. Pire que ça, il ment au peuple algérien. Et vous lui reprochez la rupture des relations avec le Maroc alors que ce n'est pas lui qui a pris la décision, on est d'accord? Bien sûr que c'est lui qui a pris la décision. C'est M. Lamamra qui a négocié avec Macron la cession de 65% du gaz d'Adrar à une entreprise qui est liée avec M. Netanyahou en Israël, et c'est lui qui a rompu les relations diplomatiques au motif que le Maroc a des relations diplomatiques avec Israël alors que Israël est indirectement en Algérie. Ce n'était pas que ça les motifs. Oui, les motifs, c'était aussi la déclaration du ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Nekez sur... parce que nous parlerons aussi de la crise en Ukraine et du rôle que joue aujourd'hui l'Algérie. Est-ce que M. Lamamra est responsable un peu des derniers camouflés de la diplomatie algérienne, la diplomatie algérienne, est-ce qu'on peut le rendre responsable de cela? طبعا يعني احنا كنشوفوا التاخير في اسعاف او اجلاء الجزائريين نشوفوا باللي aussi la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental à laquelle l'Algérie n'était pas favorable et qui a été votée, y compris par des pays amis comme le Niger. Il y a eu l'ouverture d'un consulat des Émirats à Dakhla. Il y a eu l'acceptation d'Israël comme observateur à l'Union africaine. Bon, ça a été, semble-t-il, suspendu pour l'instant avant d'examiner cette affaire. Il y a eu beaucoup de camouflés, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il est, lui seul, responsable? لا احنا نعرفوا باش نكونوا واضحين بان الحقائب الوزاريه في الجزائر عمرها ما كانت هي مصدر القرار الصلب. قرار الصلب دائما يكون تكون الحقائب الوزاريه مجرد واجهه فقط، هي قليل وين خاصه فيما يتعلق بالخارجيه. ربما بعض المسائل اللي تتعلق بالاخلاقيات، بعض الامور هكذا يتصرف فيها وزير الخارجيه اللي يتعلق بالإيتيك الى اخره، لكن القرار ما يرجعش دائما لوزير الخارجيه. هناك دائما نقول بان المناصب السياسيه في الجزائر هي مناصب واجهه، الخلفيه الصلبه والقرارات والسلطه الخفيه هي دائما اللي نحى لامامرا وعاود رجعوا. انا اشوف بانه هي القوه الخفيه اللي تتحكم في الواجهه اللي احيانا تكون قراراتها
يعني مخالفة تماما مع الإرادة الشعبية ومختلفة تماما مع إرادة المواطن الجزائري والشعب الجزائري. عمامرة بالنسبة للجزائريين كامل يعرفوا بأن كان هناك تأخير في الإجلاء وكان هناك وفاة شاب جزائري، تتحمل الخارجية مسؤوليته، لكن المسؤولية هي مسؤولية منظومة سياسية كاملة فشلت ليس فقط على المستوى الخارجي، فشلت في كل القطاعات. يعني أنا بالنسبة لي حكومة بن عبد الرحمن في كل المجالات هي حكومة لم تعطي أي شيء للجزائري، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى القضائي أو على المستوى الخارجي. يعني ما شفناش، بالعكس احنا نشوفوا بأن على المستوى الخارجي ما كانش صورة كبيرة للجزائر، الصورة تراوح مكانها، فقط هناك بروباغندا تقول باللي قوى إقليمية، لكن في الحقيقة هي صورة لا تعبر، يعني تعبر عن طموحات الشعب الجزائري. طموحات الشعب الجزائري هي تريد أن تكون الجزائر يعني بالمساحة نتاعها، بالثروات نتاعها، فعلا تكون قوى إقليمية عندها كلمتها في القضايا، على الأقل القضايا الجوار والقضايا الإقليمية. لكن أنت أعطيت مثال مثلا على الكيان الصهيوني ودوره في المنظمة الإفريقية. فعلا الجزائر كان عندها موقف، لكن كان موقف مشترك مع عديد كثير من الدول، ما كانش موقف الجزائر فقط، كان هناك عدة دول خذت قرار، دول عربية خذت قرار بأن صفة المراقب ما تكونش للكيان الصهيوني، وهذا اللي حدث. يعني ما كانش موقف الجزائر فقط. لكن على أصعدة أخرى أنا نقول بأن الجزائر ما زالت تراجع للأسف. لو كان أنا قلت تراوح مكانها، هذا شغل راني عطيت لها أشياء يعني إيجابية، لكن للأسف راك تشوف الوضع، شوف ما حدث مع وزير النقل، راك تشوف ما يحدث مع وزير التجاره رغم كل on sait toujours pas c'est quoi الخطأ الفاتح jusqu'à maintenant. الخطأ الفاتح ما على بالنا شنو هو. شوف وزير التجاره مثلا الان الجزائري يعيش انهيار، ماشي ما نقولوش قدره المواطن الشرائيه انخفاض، انا نسميها انهيار تام للقدره الشرائيه. كل الاشياء يعني اللي يحتاجها المواطن يومياته صارت فيها السعر متضاعف. تروح تشري الان اي حاجه تلقى السعر نتاعها تضاعف يعني باقل من سنه. اذا المساله هي مساله منظومه حكم ولا تتعلق بحقيبه وزاريه، هي مساله تتعلق بمنظومه كامله. Alors, Rachid Nekez, vous avez été condamné le 27 décembre à 1 an de prison ferme pour incitation à attroupement non armé, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Vous avez été relaxé sur l'accusation d'appel à ouvrir le feu et à tuer les gens. Et vous avez décidé de ne pas faire appel. Est-ce que ce n'est pas une manière d'accepter votre culpabilité de ne pas faire appel de cette décision? Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que la vidéo où on me voit en train d'appeler donc au meurtre les députés est un vidéomontage. Et la Cour criminelle d'Alger a décidé de retirer tous les chefs d'accusation concernant cette vidéo, notamment l'article 77 où je risquais d'être condamné à mort. Donc le motif pour lequel j'ai été condamné à 1 an de prison ferme, c'est simplement parce que j'ai appelé au boycott de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Alors j'ai un principe qui est très simple, c'est quand il s'agit d'une affaire politique, je ne fais jamais appel. Pourquoi? Car je suis le seul au monde à avoir renoncé à ma nationalité française afin de m'engager à essayer d'insuffler une culture démocratique dans mon pays. Donc tout le monde sait que je suis ni un terroriste, ni un délinquant, ni un voleur, ni un corrompu. Donc mon engagement est un engagement de principe et de conviction. Donc je sais très bien que l'Algérie est une dictature, qu'il n'y a pas de justice quand il s'agit d'affaires politiques. Et donc à partir de ce principe-là, je refuse catégoriquement de faire appel quand bien même je risque d'être condamné à mort ou d'avoir 20 ans de prison. Donc c'est une position de principe. Vous l'avez vu, on était ensemble à la prison d'Orléans, la prison ne nous dérange pas. Donc on peut très bien me condamner. Faut pas trop dire ça quand même. C'est la vérité. Et je l'explique très bien dans le livre. Moi, je risque d'être en prison ce week-end et je ne me permets pas de dire ça serait une très bonne nouvelle pour vous, parce que vous avez un destin national, Inch'Allah. Et donc ça vous fera du bien, et vous avez déjà passé 9 mois, Inch'Allah. Un destin national. Vous avez passé déjà 9 mois. Ça ouvre beaucoup de portes. Vous êtes aussi tenté... oui, j'ai dit ça. Vous êtes tenté... avant que les avocats ne protestent. De suivre Rachid Nekez sur ce point. J'ai dit ça lundi sur le plateau de Lida Abou, parce que le jour même était tombée la date du procès, donc suite à la plainte de Ammar Belhimer, ex-ministre de la Communication, donc autour d'un article, un blog sur lequel je m'exprime sur la situation politique du printemps 2021, et j'ai dit que
sur le moment, la façon dont je ressens les choses, c'est que si on me condamne pour un papier, pour un article, j'ai pas envie de porter, de faire appel, parce que j'ai pas envie de créer l'illusion que à la cour, il va y avoir une autre justice parce que bon, pour moi, le fait déjà qu'il y ait un procès, c'est un scandale autour d'un papier. Le fait qu'il y ait un procès. Donc j'ai pas envie que cette mascarade continue, mais je suis prêt à entendre d'autres points de vue. Et je l'ai d'autant dit ce jour-là que je venais de recevoir la convocation de la gendarmerie pour le... On veut avoir l'avis de l'avocat. Vous êtes contre le fait que les clients décident de ne pas faire appel, Maître Badi? لا احنا باش نقضيو على هذه المتابعات السياسيه اللي تقوم بها منظومه الحكم، سواء السياسيين او الصحفيين او الحقوقيين النشطاء. لازم يكون هناك فضاء متاح، لازم ما نخليوش النظام يقوم بممارساته وفي نفس الوقت احنا نحرموا نفسنا من التعبير على رفضنا لهذه الانتهاكات. انا نعتبر بان القضاء هو مساحه للتعبير. ربما المنظومه كما البعض يقول، انت تقول بلي تثق في القضاء، انا دائما نفرق بين القاضي وجهاز القضاء، لاباري جوديسير لو جوج. كاين فرق. جهاز القاضي هو جزء من الجهاز، لكن احيانا وفي كثير من القضايا اللي كانوا مشاو في الحراك، خاصه تتعلق بالرايه الامازيغيه الى اخره، كاين قضاة اعتبروها مساس بالوحده الوطنيه كما مشات في الفتره تاع القايد صالح. كاين قضاة ملكوا كل الشجاعه باش عرفوا ماده 79 بانها لا يمكن لحمل الرايه الامازيغيه ان تمس بالوحده الوطنيه، بان المساله تاع النص تاع 79 هو مساله مشوهه من اصل التقنين. كيف داروا النص هو مساله ما يمكنش تكون. اذا احنا المتابعات السياسيه هذه لازم دائما يكون فيها تنديد، وكل ما تكون هناك فرصه للتقاضي تكون هناك فرصه لاسماع صوت هذا المعارض السياسي او هذا الصحفي او هذا الناشط الحقوقي. اذا احنا رضينا بالاحكام وقلنا ما نعملوش استئناف، اولا احنا حرمنا نفسنا من اسماع صوتنا للعالم للانتهاكات التي تحدث، لان احيانا المحاكمات هي اسماع صوتك عن طريق التنديد، عن طريق الرفض، عن طريق القول توقفوا عن هذه المتابعات. اذا احنا في كل متابعه تصدر احكام ونحن نقبلوا بهذاك الحكم وندخلوا للدار، فنحن يعني وكاننا نسلم رؤوسنا للنظام. قال هاك دبر راسك واش دير، اللي يحكموا عليه يرضى ويسكت. لا نعطيو دائما فرصه للقضاة، كذلك نعطيو فرصه للقضاة باش يثبتوا العكس، بان هناك منظومه يمكن رفض التعامل معها من ناحيه التعليمات او من ناحيه الضغوط، باش القضاة تتحرر اكثر من خلال الخطاب السياسي الجاري داخل المحكمه. لان عندما تكون متابعات سياسيه، تكون محاكمات سياسيه، تكون مرافعات سياسيه، تكون مساندات سياسيه، تكون هناك ضغوط سياسيه، ويهون الضغط الاكبر راح يكون على النظام. عندما النظام يحاكم قاضي احسان ل 38 سنه في الصحافه، هذا أنا بالنسبه لي النظام السياسي يهين في نفسه. النظام السياسي يهين نفسه، لانه القامات الاعلاميه والقامات السياسيه والقامات الحقوقيه ما يعملولهاش هكذا في بريطانيا، ما يعملولهاش هكذا في فرنسا، ما يعملولهاش هكذا في بلجيكا. لا بالعكس، تكرم وتمنح لها فضاءات اكبر وتمنح لها كل المتاح باش يقدم الافضل. احنا بالعكس، كل ما يكون هناك صحفي كفء، يكون هناك سياسي كفء، يكون هناك ناشط كفء، يكون هناك موضوعيه اكبر، احنا نحوسوا نغلقوا المساحه، نضيقوا، نسكتوا الاصوات التي ترفض القمع وترفض الانتهاكات. يجب ان نستمر مع النظام هذا في رفض المحاكمات عن طريق المحاكمات. رفض المحاكمات عن طريق المحاكمات، ان ترفض المحاكمه يوم المحاكمه بالتنديد بها. اذا فاكثر من هذا نزيد نقول فكره فقط باش ما اختم، ان القضاة كاين كثير من القضاة اثبتوا بانهم جديرين بان يكونوا في هذه المرحله حماة للحق والحريه، واصدروا احكام كثيره بالبراءه. شفنا اليوم الحكم في حميد غمراسه، احنا سعداء بالحكم، وكثير من الاحكام قريناها بررت المساس بالوحده الوطنيه بشكل راقي وبشكل موضوعي. اذا نحاول نناضلوا عن طريق القضاء ولكسب مزيد من القضاة الى جانب هذا الثوره. كاين واحد مقتنع بالمرافعه تاعك استاذ، سي خالد دراني qui a décidé de faire cassation après sa condamnation à 6 mois de prison
avec sursis. Donc lui, il va faire cassation. Moi, je me serais posé la question à sa place, mais on a maintenu quand même 6 mois de prison, hein, Oui, avec sursis. 6 mois avec sursis, et bien sûr, j'ai fait cassation. Et certainement, cette fois, ça va prendre des années. Mais ce qui est surprenant, c'est que le parquet n'a pas fait cassation alors qu'il a demandé le durcissement de la peine. لا النيابه الان انا كي ما تعملش طعن هي في الحقيقه وكانها تقول بان الحد بالنسبه لها ماهيش مقرره باش تواصل في هذا الملف وبانها اكتفت بالعقوبه كما بالعقوبه المسلطه ل 6 اشهر. لكن انا موافقك تماما انك تستمر في معركتك القضائيه وحتى تنال البراءه نتاعك. يمكن تطعن مره ثالثه ومره رابعه حتى تنال البراءه نتاعك. انا ما نقدرش نقول لك بعد سنه بعد سنتين بعد 5 سنوات، ولكن يبقى دائما الاحكام اللي صدر احكام التاريخ. Rachid Nekez, vous faites un bilan 2019-2024. Est-ce que vous êtes candidat pour l'élection présidentielle de 2024? Alors, pour que les choses soient claires, aujourd'hui, mon casier judiciaire est noir, donc je n'ai plus le droit. Vous n'avez pas de condamnation définitive? Si, j'ai une condamnation définitive à Schleff au sujet d'une altercation verbale avec l'ancien Premier ministre corrompu, Monsieur Bedoui. Et ça vous empêche Absolument, d'être tout à candidat fait. à l'élection présidentielle? Aujourd'hui, je ne peux plus être candidat à aucun mandat électif. Ni Il au faut un niveau- casier judiciaire vierge. Absolument, D'accord. tout à fait. Donc mon engagement aujourd'hui n'est pas un engagement électoral, mais un engagement politique. Mais la Et- question qui se pose, comme en 2019, est-ce que vous avez trouvé un subterfuge pour être candidat, comme vous avez trouvé en 2019 avec votre cousin? Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose pour 2024? Alors là aussi, je vais essayer d'être le plus clair possible, puisque la majorité du peuple algérien n'a pas compris ou voulu comprendre ce coup de génie. Non, que- c'était pas ma question. Je vais arriver, je vais Est-ce qu'il y aura arriver. un autre coup de génie en Je vais y 2024? Il est arriver. en train de pousser des gens autour de lui pour être candidat et les soutenir. Je- Je peux en témoigner. Je vais y arriver, Inch'Allah. Puisque le peuple algérien, dans sa globalité, n'a pas voulu comprendre le coup de génie du mécanicien que m'a C'est pas- inspiré, C'est pas très gentil pour le Que- peuple algérien ce que vous venez de dire. Vous savez, je suis un homme qui, Oui. qui a l'habitude de parler franchement, Oui, mais droit des si yeux. le peuple Et vous le algérien savez. ne veut pas comprendre, oui. Puisque la majorité du peuple algérien n'a pas voulu comprendre le coup de génie du mécanicien que m'a inspiré le grand auteur français Oui. Alphonse de Lamartine, qui lui-même avait nommé un mécanicien parmi les 5 qui ont dirigé la France en février 1848, cette fois-ci, je vais œuvrer pour soutenir de toutes mes forces une ou un candidat qui aura un niveau universitaire souhaitable pour la majorité du peuple algérien afin d'être à El Mouradia en décembre 2024, Inch'Allah. Donc je ferai le Si- maximum. Si il gagne face au président de la République qui sera peut-être candidat à sa propre succession, est-ce qu'il aura des chances, votre candidat, de battre le président sortant? J'ai toujours dit qu'il fallait laisser Abdelmajid Tebboune finir son mandat en 2024. le deuxième? Mais cela ne nous interdit pas de préparer une plateforme sur la base de la mise en place d'un état de droit démocratique et de la lutte contre la corruption afin d'assurer un minimum de justice sociale. Ce candidat de rassemblement, on doit le soutenir de toutes nos forces, sauf si le peuple algérien veut continuer à se balader tous les vendredis après-midi avec un peu de zellabia et un peu de chansons qui ne serviront à rien. Moi, je respecte uniquement les citoyens algériens qui ont une carte de vote. Et en cela, je me suis beaucoup inspiré de l'exemple du fils qui, en 90, a raflé la majorité des APC algériennes et qui, en décembre 91, a raflé les 2/3 de la députation à l'APN. Donc nous avons un exemple qui a marché, mais pour cela, il faut voter massivement, c'est-à-dire au moins 20 millions de personnes, afin de contrôler les 60 000 bureaux de vote. Si nous ne votons pas massivement en décembre 2024, et si nous ne contrôlons pas les 60 000 bureaux de vote, ce sera un échec. Donc Mais il si faut... votre candidat est face à Abdelmajid Tebboune, il n'a aucune chance. Il peut gagner face au président sortant? Mais évidemment, le fils a bien gagné contre le FLN en décembre 1991. Vous savez, la politique... C'est toute l'erreur pour quelqu'un qui veut analyser l'histoire sur la longue durée. À mon avis, il faut quand même revenir sur une durée de 20 ans. Le gouvernement de la transition de 89-91, celui de, j'ai cité Mouloud Hamrouchon, on va le citer une nouvelle fois, avait l'intention de démocratiser l'Algérie. C'est toute la différence. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ce gouvernement veut le faire. Et donc le premier problème que va avoir le candidat que vous souhaitez de vos voix, de vos vœux, c'est d'être en liberté au moment où approchera l'élection présidentielle. Mais pourquoi il ne serait pas en liberté? Parce qu'en 2019, la plupart des candidats qui auraient pu battre M. Tebboune, et pour lesquels moi j'aurais voté,
étaient en prison, ou leurs avocats qui auraient pu être candidats étaient en train de les défendre. Pourquoi? Parce que l'armée a décidé que c'était bon. On laisse Maître Badi parler. انا نتفق معك سي رشيد على الانتخابات تاع 2024. اذا كان فعلا تعطيت المثال تاع 90 91 انتخابات، اذا كان من نفس الحريات اللي كانت متاحه في هذيك الفتره ان شاء الله، اذا كان فعلا هناك اعتراف واعتذار من طرف النظام السياسي بانه انتهك حريه الناس وظلم الناس وسجن الناس وبانه ما يعاودش يرجع لهذا التجاوزات، اذا كان هناك فضاء حريات مفتوح، لانه انت تتكلم على الحق في الممارسه السياسيه. الحق في الممارسه السياسيه ان تنتخب وتنتخب، انك تنتخب وينتخبوك، هذه موجوده في من مبادئ حقوق الانسان وموجوده في الحقوق والحريات في الدستور، هي داخله في الحق تاع الانسان ان ينتخب. الان الحق هذا انت الحق اللي راهو عندك راهم تقريبا شريحه كبيره من المجتمع من بينهم انت محروم من هذا الحق السياسي عن طريق الكاز جوديسيال. انت ما تقدرش تتصور بانه كثير من النشطاء الان في الحراك اللي ممكن كثير من النشطاء وكثير حتى من الفواعل السياسيه السياسيين الان عندهم صحيفه السوابق العدليه ما يقدر يكون لا في الرئاسيات لا في البرلمان لا في المحليات. هذا يعطي لا سي بور سا كيفو فغابير نو سالمون. وزيد هذا يعطيك انطباع بان السلطه حتى ان من تشويه هؤلاء الناس انها استشرفت ربما حتى ترشحهم. كاين اشخاص ربما تابعتهم باش ما يكونوش بليطا. اذا السلطه اعتذرت على ما قامت به وقالت بان هذه الانتهاكات يجب الا تتكرر ورجعنا الى الفضاء الحرياتي تاع 89، انا انا نتوافق معك في الفكره، ولكن هما ما عندهمش استعداد اصلا. انت راك تقول لهم انا نجي 24 بصح قول لهم يا رشيد باللي لازم يكون فضاء حريات حقيقي، لازم يكون مناخ سياسي حقيقي، ما نكونوش عندنا صحفيين عندنا حقوقيين عندنا ومن بعد نقولوا للناس نديروا نعم. Allez-y, rapidement, avant de passer à un sujet sur la presse et l'Ukraine. Vous savez, ce qui est terrible dans cette discussion-là, c'est que la lutte à l'intérieur d'une dictature, ce n'est pas la même chose que la lutte à l'intérieur d'une démocratie. Pourquoi le pouvoir militaire ne veut pas lâcher, ne veut pas abandonner? Parce qu'il n'a pas envie d'être jugé, il n'a pas envie d'être condamné, il n'a pas envie d'aller en prison, et surtout, il ne veut pas perdre l'argent du gaz. Donc, en tant qu'homme politique, j'ai le devoir de me mettre à la place de celles et ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle la condition pour qu'il y ait des élections transparentes et honnêtes en décembre 2024, c'est l'engagement de voter une loi d'amnistie. Si on ne fait pas ça, ça ne bougera pas. Merci. Et ça s'appelle la réelle politique. Merci Rachid Nekez. Alors, merci. Alors, demain c'est jeudi, on a parlé des journalistes Hamid Romarassa et de notre confrère. Demain, c'est vous, Ihsan Qadi, qui serez donc convoqué au groupement de gendarmerie de Tizi Ouzou dans une affaire liée à des activités politiques, notamment celle de Tahar Khawas qui a passé 12 jours de garde à vue avant d'être écroué. Alors, demain, vous allez vous rendre sur place pour répondre aux questions qui vous seront posées à la gendarmerie. Quel est votre état d'esprit et à quoi peut-on s'attendre? Je suis en colère. Je suis très en colère. Je pense que la dernière fois où j'étais autant en colère, c'était le soir de la coupole. Le soir de la coupole. Le cadre. Le cadre, voilà. On est en mars 2022. Demain, je vais regarder dans les yeux un juge pour lui expliquer que je ne suis pas un arrêt. Probablement. Je vais être présenté. Pour les judiciaires, je n'ai pas grand-chose à leur dire. Peut-être, oui. Pour les judiciaires, je n'ai pas grand-chose à leur dire parce qu'on a quelques éléments du dossier. Je ne suis pas écouté en tant que témoin. Il est là. Si j'avais été écouté en tant que témoin, je ne suis pas écouté en tant que témoin. Je suis écouté en tant qu'accusé et on m'accuse, très probablement, quand je fais le rapprochement avec les accusations qui ont été portées contre Tahar Khawas, je suis accusé de intima ila haraka irhabia. Donc regarder un juge les yeux dans les yeux en mars 2022 pour lui dire je suis journaliste, je ne suis pas terroriste, ça me met dans une colère noire. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire aux gendarmes parce que les gendarmes auraient pu, ils auraient pu me convoquer pendant l'enquête pour une raison X, en établissant un lien, je ne sais pas lequel, باش نولي مشبوه في القضيه الى اخره، ويسالوني قبل ما يلحقوا التهم والطلبات الافتتاحيه عند البروكورور الى اخره. Bon, ils ont fait le scénario inverse, donc demain je vais me présenter chez eux, mais en dehors de إثبات الهويه
C'est-à-dire pour bien montrer Donc qu'il s'agit de moi. donc On n'a pas grand-chose à se dire. vous Donc allez c'est le faire juge qui va décider. Vous allez faire une grève de la parole comme la dernière fois? Oui, ils ont décidé déjà. Je suis poursuivi. Je suis poursuivi. Le procureur a émis il m'a accusé de faire partie d'une organisation. Donc, et ça, c'est le fait déjà. Organisation, un mouvement terroriste. Donc, irhabi. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas les éléments précis D'accord. du dossier. Mais C'est l'accusé grave, principal, très grave. c'est ça. L'accusé principal, c'est ça. Et quel est le lien? Bon, on verra bien, mais il semble que le lien, c'est parce que Tahar Khawass, en tant que défenseur des détenus du mouvement auquel il appartient et des détenus de la Wilayat Tizi Ouzou, est passé chez nous, il nous a donné des informations, il est passé sur le plateau du CPP en décembre 2021. Nous recevons tous les gens qui se battent pour la liberté, en particulier pour la liberté des journalistes, etc. Et bon, il semblerait que ni les gendarmes, ni le procureur de la République n'a tenu compte de cet aspect-là. Et donc, je suis accusé en même temps. Je suis en très grande colère et je voudrais dire à ce propos, je ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être que je vais aller en mandat de dépôt parce que ça a été demandé par le procureur. Et pas seulement dans cette affaire, ça a été demandé aussi dans l'affaire de Zaki Hennache. Et donc il y a un acharnement visible contre Radio 1 à Zaki Hennache qui était le lauréat du 4e prix Ali Baïboudouha et qui à ce titre a reçu une distinction et une récompense. Et on a aussi collé. Le juge probablement d'Alger qui suit cette affaire va me convoquer à peu près avec des chefs d'accusation qui sont pas très lointains. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a eu tort de sous-estimer la dérive. On l'a peut-être sous-estimé. L'article 87 bis, c'est une arme atomique. Et moi, pendant que je peux encore parler, je ne sais pas ce qui va arriver demain, je dois dire qu'on ne peut pas. Alors, Rachid Drakaz a beaucoup pointé la responsabilité de l'Amamara et pointé la responsabilité de Zamati. Moi, je pointe la responsabilité de Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, en tant que président du HCS, il nous a inventé une bombe atomique qu'il a mis entre les mains des services de sécurité, qu'il a mis entre les mains de la justice, et aujourd'hui ça fait des dégâts catastrophiques, on ne sait pas où ça va s'arrêter et à quel niveau. Chouicha, président d'une Ligue des droits de l'homme, on a voulu lui coller le 87 bis et on a voulu le rendre militant de Rachad, des terrorisme, machin, et moi j'ai un point de vue sur Rachad et le MAC, ce n'est pas des organisations terroristes. Le MAC, je considère qu'il peut être combattu, je suis contre le séparatisme, politiquement. Rachad, j'ai aussi mon point de vue, je suis poursuivi à cause de ce point de vue-là. Mais prendre des personnes du mouvement de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, Saïd Boudour, journaliste, lui coller une telle accusation, le mettre sous contrôle judiciaire, Zrilech, à Constantine, Mouloudj, journaliste, je parle surtout des journalistes et des éditeurs de presse, pour rester confinés à un espace qui nous est propre. Je pense qu'on n'a pas tiré suffisamment la lame, et aujourd'hui, cette dérive-là, personnellement, j'en fais porter la responsabilité à Abdelmadjid Tebboune. C'est une bombe atomique qu'il a mis entre les mains des services de sécurité. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous emmener. Moi, je peux passer par perte et profit. Je suis prêt moralement à passer par perte et profit. Mais il faudrait que, pour l'histoire, on se souvienne d'où c'est venu. Voilà. Il faut rappeler aussi que votre date de procès a enfin été fixée dans la première affaire pour laquelle vous avez été placé sous contrôle judiciaire, celle de l'article sur Rachad. Et le procès a été fixé au 5 avril au tribunal de Sidi Mohamed. خالد برك كاين واحد النقطة شوف هذه اون تاش نوار تاع المادة 87 بالنسبة للمرحلة المسؤول عليها ماهوش عبد المجيد تبون فقط هو مسؤول لكن مسؤولين جميعا تقريبا خاصة الأكاديميين القضاة نقابات المحامين لأنه ما سمعناش رفض بصوت عالي لهذه المادة من طرف الأخصائي يعني مثلا انا كنت نتمنى لو انه نقابات المحامين عملت دي سيمينار على هذه الماده وقال هذه الماده ما يمكنش انها تكون في القانون الجزائري نفس الشيء بالنسبه للقضاة نفس الشيء بالنسبه للجامعات الاكاديميين للنخب لانه في الحقيقه قراءه النصوص القانونيه تم طبعا عن طريق البرلمان والبرلمان مسؤول بشكل كبير لكن تتناقش على مستوى نخبوي معين ما يقدرش ممكن المواطن البسيط اللي ما عندوش تكوين قانوني وما عندوش تكوين يعني حقوقي يقدر يناقش الماده هذه على بساطتها لكن احنا نحملوا المسؤوليه الناس اللي من المفروض كانت ترفضها بصوت عالي وتقول في ندوات لكن سمعنا الصوت ما كانش مرتفع كان فقط من نشطاء حقوق الانسان والصحفيين اللي التزموا بخط التغيير. مسألة أخرى أنا نتمنى أن القضاء الجزائري يمشي في نهج الأرجنتين في نهاية السبعينات بداية الثمانينات عندما كان الحكم العسكري في الأرجنتين يريد الانتقام من المعارضة عن طريق القضاء. تعرف وش كان دور القضاء؟ أن القضاء الأرجنتيني
هو اللي كان وسيلة الانتقال السياسي في الأرجنتين. رفض المحاكمات، رفض المتابعات، كان الملف اللي يجيه يعمل فيه حفظ يكلاسيه ويطلق سراح المعتقلين اللي يجيبهم النظام العسكري في الأرجنتين. معروف اللي ولا رئيس او الفونسين اكزاكتومون. صرات المسألة كما يقولوا ترانزيسيون ديموكراتيك او دوسر عن طريق المحاميين. القضاء ما استعملوش الماده. القضاء كان عنده دور عملاق وجبار في القضاء على العسكري طاريه في الارجنتين، ورفض هذا النوع من المحاكمات اللي تحدث الان في الجزائر. الان انا ربما نكون متفائل كي نشوف غرفه الاتهام اليوم راهي كثير من القضايا راهي تعطيها الطابع الجنحي وتلغي الجنايه وترفض الماده 87. اليوم مثلا بوضياف بوسيف محمد من البيض اللي جابوه مسكين هنا منذ مده وشاب صغير كان ينشط في حركه البطالين، تابعوه بالماده 87، لكن اليوم الحمد لله غرفه الاتهام سقطت عليه، سقطت على كثير من النشطاء. نتمنى انه يكون عندهم نفس الموقف اللي خذاوه قضاة الارجنتين في نهايه السبعينات، وبالتالي نبداو اول خطوه نحو رفض هذا التهم ورفض هذه المتابعات اللي في الحقيقه والله هي اهانه للوطن، اهانه للجزائر. احنا نمس بشرف الجزائريين عندما نعتبر صحفي او نعتبر ناشط حقوقي او نعتبر يعني كفاءه علميه جزائريه، كفاءات علميه تصور بان هذه المواد تبع بها جزائري، تبع بها بسلام مهنا وهو صاحب مخبر في ستراسبور، كفاءات علميه. الان انا عندي صديق يعني فيترينير من المستوى الراقي متابع بهذه الماده، يعني لحقنا الى درجه بعد ما تابعناهم بالمساس بالوحده الوطنيه، وهي بينها وبين الخط الخيانه خط رقيق جدا. كي يقول واحد مسيس بالوحده الوطنيه وكان نقول انت خائن. الان ولينا نحينا هذه المساس بالوحده الوطنيه درنا 87 نقول انت ارهابي. يعني لهذه الدرجه هان عليهم ابناء الوطن، لهذه الدرجه ولا ابناء الوطن. استاذ بالي خونا احسان القاضي، على ما استعملوش الماده 52 تاع الدستور الجديد تاع تبون؟ تهم فيه من حقك الماده 87 بيس. Je sens que je vais devoir déposer plein de points si je te... Mais vous êtes libre. Non, mais pourquoi vous n'utilisez pas l'article 52 qui permet à n'importe quel groupe de 3 citoyens algériens d'organiser une manifestation, une réunion publique, créer une association et un parti politique. توباك محامين على ما استعملوش الماده 52 لماذا؟ المساله بتكافحوا هذه الماده 87. pourquoi علاش؟ شوف Les réunions sont interdites. Non, pourquoi ne pas l'utiliser? On parle de juridique là, on parle de juridique. معليش. Les avocats, machallah, كان 46,000 في الجزائر, 46 000 avocats. Pourquoi ils n'utilisent pas cette arme atomique juridique de l'article 52 de la Constitution algérienne qui permet d'organiser des manifestations partout en Algérie? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? شوف المسألة تاع توظيف النصوص الدستورية، النصوص الدستورية الآن اللي راهي بتحتاج حتى إلى التوظيف، ومن المفروض تكون متاحة بلا ما نستعملوها. مثلا أنت شوف حرية الصحافة، حرية الرأي، حرية الإعلام، هل وفرتها لنا؟ أنت تتكلم على حرية التظاهر اللي اكيد راح يبرر لك هذه، حتى واذا طلبت انت الدستور ما يتكلمش على الترخيص، يتكلم على الاخطار فقط. يتكلم على الاخطار، لكن تعرف الرد تاع لا ما نعرفش ديرها قبل، على ما نديروهاش قبل. لا شوف واحد بيكافح بهذه البساطه. المساله راهي بوضع وراهي بمنظومه، المساله ما راهيش بالقراءه. انا نشوفها بانه هذا الطرح ما راهو قراءه الا قراءه بسيطه. On va terminer avec un point international très important, c'est sur la guerre en Ukraine. On aimerait avoir l'avis de tous. Donc aujourd'hui c'est le 21e jour de la guerre, de l'agression russe contre l'Ukraine. Est-ce que vous considérez que l'Algérie a eu la bonne position à suivre, notamment lors du vote sur l'Assemblée générale, puisque l'Algérie a fait partie des 35 pays qui se sont abstenus lors de ce vote, alors que la majorité des pays arabes ont voté pour, à l'exception de la Syrie et du Soudan? Sans parler de la mamra, mais de la diplomatie algérienne. Est-ce qu'elle a bien fait? Est-ce qu'elle gère bien le dossier ukrainien? Vous savez, quand on s'appelle l'Algérie, qu'on est le plus grand pays d'Afrique, qu'on soutient depuis 47 ans la cause du peuple sahraoui, et qu'on fait une énorme erreur diplomatique en nous abstenant à l'Assemblée générale des Nations unies sur la question de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, nous sommes en train de donner du crédit à l'invasion du Sahara occidental par le Maroc. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui la diplomatie algérienne puisse alerter les Nations unies sur l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, alors que nous n'avons pas été capables de condamner l'invasion
de l'Ukraine par la Russie. Cela s'appelle un suicide diplomatique. Et n'importe quel diplomate pourra vous le dire. Donc, M. Lamamra a commis une énorme erreur diplomatique. C'est Algérie. Malgré... Non. C'est M. Lamamra qui a demandé à notre ambassadeur aux Nations Unies de s'abstenir. Mais regardez ce qu'a fait le Maroc. Il est malin, le Maroc. Il s'est absenté complètement du vote. 8 pays se sont absentés. Ça, c'est de l'intelligence diplomatique. C'est de l'intelligence diplomatique. Et après 45 ans de carrière diplomatique, M. Lamamra n'a pas été capable, lui aussi, de s'absenter. Puisque là, on ne pourra plus défendre le peuple sahraoui comme nous le faisons depuis 1975. Pourquoi? Parce que l'ONU va nous dire quoi? L'Algérie aussi non plus n'a pas soutenu l'indépendance du Kosovo. Elle va dans cette direction de soutenir les pays avec lesquels elle a des intérêts, comme la Serbie, comme la Russie. Est-ce que les intérêts avec la Russie sont plus importants que l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine? L'Algérie a acheté 97 milliards de dollars d'armement russe depuis 2010. Nous sommes en mesure aujourd'hui de jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour essayer de mettre fin à ce conflit. Mais avec un ministre des Affaires étrangères qui s'endort en pleine conférence de presse, au moment même où le président de la République tient on va dire une conférence très importante sur le gaz, je trouve qu'il n'est pas l'homme de la situation. Hassan Qadi, est-ce que l'Algérie peut jouer le rôle d'un médiateur au nom de ses relations très importantes avec Moscou? Rachid Nekaz le propose, l'ancien Premier ministre français aussi, Dominique de Villepin, l'a proposé. Oui, Dominique de Villepin est très bienveillant à l'égard de l'Algérie. Il doit se souvenir d'une Algérie qui n'existe plus, parce que je ne vois pas quels sont les arguments que Alger peut avancer auprès de Vladimir Poutine pour l'amener à rentrer à nouveau dans le sens d'une solution diplomatique. Sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'Algérie s'est positionnée en tant que vassal, cette fois-ci à travers Ben Salah, mais aussi à travers Lamamra vis-à-vis de Moscou, en allant quémander la protection de Moscou face à la montée du mouvement populaire en 2019 et en 2020. En 2019, ça s'est passé en 2019. Et donc, en fait, elle s'est disqualifiée pour être un acteur et jouer ce rôle. Maître Badi, وساطة جزائرية في أزمة أوكرانيا. الوساطة نظن بأنه ما نقدروش نكونوا في الوساطة لأن الموقف تقريبا راه معروف. الموقف الجزائري اللي عنده ربما نقول بأنه التبعات بعد مآلات الحرب. مآلات الحرب راح تكون عندها، أنا نشوف باللي راح يكون هناك تغير في الخارطة العالمية ويكون هناك تأثير على خاصة الدول اللي كانت حليفة للروس، الحليفة الروس من بينها الجزائر، لأنه في إدانة غزو، إدانة احتلال دولة. هذا من المفروض الجزائر كانت تكون، أنا في رأيي يعني رأي شخصي، كانت تكون بموقف واضح وهو إدانة هذا الغزو. لأنه أنت إذا أنت تناهض ضد استعمار الشعوب وحرية الشعوب، ما يمكنش أنك تقبل باحتلال دولة لدولة أخرى، ما يمكنش تقبلها يعني كدولة مناهضة للاستعمار في العالم. فموقفك يكون موقف مهما كان يكون موقف تقريبا مع كل العالم. الآن إذا رجحت الكفة لأوكرانيا، أنا أعتقد بأن حتكون هناك مشاكل الجزائر، نظن بأن حتكون هناك مشاكل. نعطيك مثلا انهيار الاتحاد السوفيتي وأزمة البيروسترايكا، غورباتشوف، فترة إلتسين، هي الفترة اللي عرفت ضعف الاتحاد السوفيتي، وعرفت كذلك في نفس الوقت اللي ضعفت الاتحاد السوفيتي ضعفت معها الجزائر ودخلت في أزمة. الجزائر ارتبطت تاريخيا كثير كما ذكر إحسان القاضي بأن حتى في الثورة الشعبية الجزائرية أول واحد اتصلت به رئاسة آنذاك عن طريق بن صالح هو بوتين، وقالوا بلي أنه الوضع متحكم فيه. هذه العلاقة هذه العلاقة القريبة جدا، هذه العلاقة القريبة جدا في حالة ما إذا وقع مشاكل الروس في هذه الحرب راح ترتب آثارها على الجزائر. أعتقد بأن هذا ممكن يحدث، لذلك الموقف نقول بأنه ما كانش موقف حكيم، هذا رأيي الشخصي. On termine avec vous, Rachid Nekaz. Le 16 février dernier, vous avez invité le président de la République, Tebboune, et le chef d'état-major Changriha à venir dans votre douar à Ain Marran, à Chlef. Pourquoi? Pour discuter, pour négocier, pour prendre un thé, pourquoi? Déjà pour une raison toute simple, c'est que l'Algérie était aujourd'hui un pays figé.
Nizam Fiwed ou Shab Fiwed. À un moment donné, il faut avoir le courage de considérer les personnes qui occupent les plus hautes fonctions du pays pour mettre fin à cette tragédie nationale. Comment peut-on accepter que 331 détenus politiques soient en prison aujourd'hui alors qu'il n'y a aucune raison objective pour qu'ils y restent? Mais pour cela, il faut créer des passerelles, il faut discuter. Et en plus, le président de la République n'a toujours pas visité la moindre APC de notre pays. Donc ça tombe bien, il y a un hôpital qui va ouvrir à Ain Amran. C'est l'occasion pour lui de faire une visite d'État dans son propre pays. Et pourquoi pas discuter. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour la négociation et je suis surtout pour qu'on sorte de cette crise inutile. Mais il ne faut pas avoir des œillères, il ne faut pas utiliser des éléments de langage qui vont bloquer les diverses parties. Donc je suis un homme de dialogue, un homme du consensus, et comme je suis en IST dans mon propre pays et empêché de quitter mon propre village, la meilleure façon d'entamer ce dialogue est à Texas. Une dernière question, c'est la campagne présidentielle en France en ce moment, et c'est toujours la question de la mémoire qui revient toujours entre l'Algérie et la France. Tous les 5 ans, l'Algérie est le sujet de débat de la campagne présidentielle en France. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en France. Est-ce que vous considérez que ce débat a toujours lieu d'être? Qui doit faire un pas vers l'autre? L'Algérie reproche au président français de faire un pas et de faire 10 pas en arrière. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une repentance? Votre avis sur la question? J'ai essayé d'être candidat en 2007 en France afin de défendre la communauté musulmane qui est victime de discrimination à tous les niveaux. Moi, je considère aujourd'hui, à quelques jours du 60e anniversaire des accords d'Évian, qu'il faut demander l'annulation pure et simple des accords d'Évian. Deuxièmement, je suis pour qu'on pardonne à tous les pieds noirs qui ont été massacrés en Algérie après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Je suis pour qu'on demande pardon et qu'on indemnise toutes les femmes et les enfants de Harki qui ont été massacrés sur notre propre territoire. Et enfin, je suis pour que l'Algérie accueille ces 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger parce que nous en avons besoin pour lutter à l'intérieur contre la dictature et nous en avons besoin pour développer économiquement l'Algérie. Et vous pensez vraiment qu'ils vont revenir alors que le phénomène de la Halga explose, que des milliers d'Algériens quittent le pays encore plus qu'avant? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment revenir? Mon cher Khaled Drarni, j'ai une vision d'historien. Moi, je regarde les tendances lourdes. Vous savez que les musulmans, les Arabes et les Berbères, sont restés en Espagne de 711 à 1609. Du jour au lendemain, 400 000 musulmans ont été expulsés d'Espagne vers le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Turquie. Si nous ne voulons pas que dans 10, 15 ou 20 ans, la France de Zemmour ou de Le Pen expulse les 5 millions d'Algériens qu'il y a en France, je crois qu'il faut préparer les choses pour éviter un drame. N'oublions pas, les Français et les Européens sont restés 132 ans en Algérie. Jamais ils n'auraient pensé un seul instant qu'en à peine 3 mois, ils disparaissent comme un feu de forêt. L'avantage de lire les livres d'histoire, c'est que peut-être ça nous aide à anticiper les grandes tendances qui sont en train de s'opérer aujourd'hui en Europe, notamment en Hongrie, en Autriche et en France. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de penser à une rémigration des Algériens de la diaspora pour nous aider à combattre de l'intérieur cette dictature, combattre pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée, et surtout pour développer notre pays, pour empêcher la harraga à l'avenir, Inch'Allah. Et je confirme que vous avez lu des livres très intéressants en prison, et pas les livres de Abdelaziz Jarrad qui étaient disponibles, évidemment, ou de Hamid Green qui étaient également disponibles en prison. Merci à vous d'être venus. Bon courage à vous pour demain, Ihsan Qadi, et bien sûr notre solidarité à vous et à tous nos confrères journalistes, nos 4 confrères journalistes en détention aujourd'hui, Malzouk Touati, Abdelkrim Zrilesh, Mohamed Mouloudji, Hassan Bouras. Et comme toutes les semaines, notre solidarité également avec nos 2 confrères marocains, toujours en détention, condamnés définitivement après cassation, je veux dire. Et il s'agit de Slimane Raissouni, condamné à 6 ans, et Omar Raissouni à 5 ans. Omar Radi à 5 ans. Notre solidarité avec eux. Merci à vous pour votre fidélité. À mercredi prochain, vous serez certainement sur ce plateau avec nous. Mercredi, Hassan, merci. Bien sûr.